Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 5 mars 2020. Comme d'habitude, j'ai avec moi Dridi. Bonjour. Aurélien. Bonsoir. Thomas. Bonsoir. Et la grande première pour Flavien. Salut à tous. Au programme aujourd'hui, on va revenir à une émission avec un format un peu plus classique, avec cette petite semaine de repos en Ligue des Champions, avec les news extraordinaires, les tops et les flops, c'est le retour après 2 semaines d'absence. Ensuite, le débat sur une Ligue des Champions potentiellement fermée à la saison 2024, si je dis pas de bêtises. Donc un petit débat pour voir si ça a le potentiel d'être quelque chose de bien ou ça peut nuire à la compétition sur le long terme. Ensuite, les matchs à voir du week-end et on va finir évidemment avec le quiz. On commence donc avec les news. On commence ces news avec la Ligue des Nations. Et oui, le tirage au sort de la seconde édition de cette compétition a eu lieu ce mardi 3 mars. Et les Bleus vont retrouver 2 vieilles connaissances dans ce groupe, puisqu'ils seront accompagnés par le tenant du titre, le Portugal, et la Croatie, ainsi évidemment que la Suède. Pour un petit résumé de ce tirage avec la Ligue A, du coup avec les 4 groupes, les Pays-Bas seront avec l'Italie, la Bosnie-Herzégovine et la Pologne. L'Angleterre sera avec la Belgique, le Danemark et l'Islande, Portugal, France, Suède et Croatie, je l'ai déjà dit. Et puis finalement le dernier groupe, Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne. Donc est-ce que ça va vous intéresser de plus en plus la Ligue des Nations après une première édition qui n'était pas hyper suivie malheureusement? Moi j'ai tendance à penser que c'est l'Euro, mais ancienne version finalement, quand il y avait ces équipes avec que des grosses nations, en tout cas les grosses nations du moment. Donc moi la première édition m'avait très intéressé, la deuxième va m'intéresser encore plus. Dans tous les cas, ça reste des rencontres face à des adversaires intéressants. Moi je sais que j'avais même acheté des billets pour aller voir les matchs. Bon, ok, il y avait l'euphorie champion du monde aussi, mais non, dans tous les cas c'est quelque chose d'intéressant. Après, si elle n'existait pas, je trouve que ça serait bien aussi. Pour moi c'est le vrai Euro, faut le dire. Pardon. Ouais, mais j'aime bien voir la Lettonie se qualifier de temps en temps. Oui, mais moi j'aime bien voir des grosses nations s'affronter entre elles, parce on que veut pas de compétition fermée, on t'a dit. C'est ça l'avantage. Je suis pas pour les compétitions fermées. La Ligue des Nations, excuse-moi, mais ouais, pour quand même, t'as les gros qui sont donc en Liga, ensuite les autres ils vont se démerder et potentiellement t'en as qui montent. Il y a un principe de montée et descente et le but c'est de faire progresser justement les plus petites nations, et les plus petites nations elles progressent en jouant justement face à des équipes qui sont de leur niveau, pas tout de suite en affrontant l'Espagne, l'Angleterre et en se prenant des 5-0 en restant à 10 derrière. Ouais, mais après, d'un autre côté, ils aiment bien jouer ces rencontres de prestige et ça leur fait toujours des sous. Mais les joueurs, toujours le problème, c'est les sous qui importent là-dedans. C'est surtout, c'est pas de faire progresser les petites nations. Pour le coup, c'est pour moi une vraie compétition, une vraie belle compétition, parce que l'Euro je pense que les petites sélections, en tout cas la fédération des petites sélections pense davantage aux pognons qui vont empocher en ayant la France dans leur pays. C'est le fait qu'ils vont progresser, que d'année en année ils vont monter, ils vont progresser dans les divisions et qu'ils pourront se retrouver dans la Ligue 1. Ouais, mais après regarde le Luxembourg et l'Islande, ils ont augmenté tout seuls sans qu'on les foute face à l'Andorre et Saint-Marin tout le temps, quoi. L'Islande, ils ont fait une bonne compétition. Après, c'est beaucoup moins bien. Le Luxembourg, je vois pas pour les sorts, peut-être pour 0-0. Il y a eu une euphorie qui s'est créée autour de l'Islande. Oui, mais ça tient l'histoire et ensuite ça s'est maintenu pendant quelques temps. Ça tient encore Ok, ils ont fait l'Euro 2016, ils ont fait la Coupe du Monde 2018. Là, ils ont quand même. Ok, ils ont fini 3e et ils sont pas qualifiés, mais mine de rien, c'est pour un pays de 300 000 habitants, c'est pas mal. Oui, alors que d'habitude, ils un peu comme les îles Féroé, ils se retrouvaient à se faire laminer et finir 5e ou 6e à chaque fois de leur groupe. Ouais, un débat qui risque d'être intéressant à l'avenir, peut-être dans l'émission, parce que là, je vous sens chaud, on verra sur la Ligue fermée tout à l'heure. Donc peut-être un débat sur la Ligue des Nations à venir dans l'émission. Deuxième news, on se dirige en Italie, où Cagliari a limogé son entraîneur. C'est pas Marane. C'est un jeu de mots, c'est pas marrant, c'est pas Marane. Excusez-moi. Tu veux détruire
news là. Son entraîneur Rolando Maran, suite à une série de 11 matchs sans victoire. Malgré un très bon début de saison, le club sarde n'a pas pu suivre la cadence et c'est maintenant sevré de victoire depuis plus de 3 mois. Donc est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui se dégage pour prendre la succession de Cagliari ? C'est quasiment officiel, je crois que ça l'est d'ailleurs. C'est Walter Zenga, qui est un coach. Autant c'était un excellent gardien qui a laissé des très bonnes, des très bons souvenirs. Autant en termes de coach, c'est une bille. Mais faut dire ce qui est. Même Maran n'était pas un très très grand coach. Il avait été limogé plusieurs fois, d'ailleurs une fois au Chievo Vérone. J'avais été assez étonné de voir comment son Cagliari tenait. Bon, on a vu malheureusement les limites parce que c'était quand même une belle histoire. Il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. En fait, ce qui leur a fait mal, c'est l'affaire Nandez qui a signé à la Fiorentina et qui, comment il y a eu des soucis avec ses droits d'image et son agent. Et à partir de là, ça a mis le bazar. Résultat des courses, Cagliari est sorti petit à petit des places européennes et je crois qu'ils vont finir par jouer la survie. Heureusement qu'ils ont engrangé un maximum de points. Fin de saison galère pour Cagliari en Serie A. Finalement, on va parler d'une controverse autour des Jeux Olympiques avec Kylian Mbappé. Et oui, il faut l'évoquer. Le joueur a soutenu à de maintes reprises vouloir participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il figure d'ailleurs parmi les présélectionnés pour cette compétition. Et le problème, c'est que ce n'est pas lui qui a le dernier mot sur cette décision. Et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est empressé de poser son veto. Donc d'autres problèmes qui s'ajoutent peut-être. Non, il avait dit qu'il comprendrait tout à fait que le PSG refuse et qu'il n'irait pas au clash si c'était le cas. Bon, ils ont refusé, ils sont dans leur bon droit. De toute façon, Leonardo a visiblement été clair, personne n'ira au JO. Donc, Ensuite, au niveau du nombre de présélectionnés, ça veut rien dire puisqu'ils en ont présélectionné au 60, 80, ça. Ensuite, ça va bientôt redescendre, mais dans tous les cas, je pense que la majorité des joueurs qui veulent jouer au JO, c'est soit des obligations via leur sponsor. C'est pas pour. Tu vas pas me dire que d'un seul coup, l'amour pour les JO. Neymar l'avait fait parce qu'il aime beaucoup. Oui, mais lui c'est différent. C'est parce qu'en 2014, le Brésil s'est fait humilier sur sa terre et qu'au final, il a quand même tenté de sauver l'honneur du Brésil. Ce qu'il a fait. Ouais. Oui, c'est ce qu'il a fait. Mais Neymar a fait ça essentiellement parce que. Il voulait jouer encore, il paraît. Ouais, non, mais c'est. Ça reste toujours une compétition intéressante. En plus, c'est. Surtout cette année avec toutes les grandes nations qui sont engagées, avec la France, l'Espagne, le Brésil. Donc ça peut faire une compétition hyper intéressante à suivre. Ça fait 20 ans que la France ne les a. 84 Non, plus 86. Alors ça fait 30 ans. C'est 80. Mais... Non, 34 ans. Non, moins. Non, pour moi, la dernière, c'était... Ah non, parce que il me semble que Olivier Dacour a joué les JO. Oui, mais elle a gagné. On parle de qui elle a gagné. Ah oui, non, c'est vrai que c'était la génération gagnante sur... Oui, en 84, la génération Platini, concrètement. Après, pour venir au PSG, moi je comprends que le club mette le veto. Avec l'Euro qui sera juste avant, c'est pareil logique. C'est compréhensible, c'est juste que c'est vrai que ça peut être un kiff. Les JO, quand même, t'as toujours des stars qui y participent. Marquinhos avait aussi participé. Il a fait le doublé, lui. Enfin, le doublé. Il avait participé à la Copa América et aux JO. Et derrière, il a fait une saison de merde. Ouais, c'est vrai qu'après poursuivre physiquement, c'est très compliqué pour certains joueurs. Donc ça peut se comprendre que le PSG n'accepte pas le PSG. Ils subissent. On verra ce qu'il adviendra de cette saison, mais ça fait quand même quelques temps qu'ils ne cessent de se faire un peu humilier dans un sens. Sans vouloir utiliser des mots trop forts, mais quand même. Donc encore heureux que Leonardo commence à fixer des lignes de conduite, un code à respecter, afin de mieux préparer ta future compétition et faire en sorte que tu n'aies pas un blessé, un Neymar ou un Marquinhos qui te lâche un croisé en octobre ou un truc comme ça, puisque le problème c'est que la préparation physique sera pas idéale. Les mecs ils auront besoin d'un temps infini pour se remettre en forme. Surtout que le championnat aura déjà démarré. Oui, ça c'est sûr. Oui, ce sera. Ça va. La cadence à laquelle vont les concurrents. Enfin, si Lyon se remet à l'endroit, peut-être, mais sinon, non. Sinon, pas besoin de Neymar, je pense. On va voir venir pour le Paris Saint-Germain. Des points. Ah, quand même. Donc, Mbappé. Pour affronter Amiens. Oui, quand même. Kylian Mbappé qui ne sera vraisemblablement pas présent pour les Jeux Olympiques du côté de la France. C'est la fin des news pour cette émission. On va partir sur les news extraordinaires avec Aurélien. C'est à toi.
Il y a enfin une justice dans ce monde. Magnum a été déprogrammé de TF1. J'attends que ça soit déprogrammé aux États-Unis maintenant. Allez, j'envoie un petit coup de projecteur sur Las Vegas, une ville qui en a vraiment pas besoin normalement. Donc l'équipe du Las Vegas Lights FC, club de USL Championship, ce qui équivaut à la D2 nord-américaine, même s'il y a un système de ligue fermée, cherche régulièrement à attirer les projecteurs sur eux. Après des maillots au style douteux, je vous laisse aller vérifier sur internet, voilà que la firme de l'État du Nevada fait encore parler d'eux sur ce sujet. Pour leurs 17 matchs à domicile, ils ont décidé de jouer avec 17 maillots différents, une première dans l'histoire du football. Bon, petit joueur quand on songe au nombre de maillots que j'ai de l'équipe de l'EJOC. Mais bon, pourquoi pas. Admettons. Journée nulle en Slovénie, et ça porte bien son nom. C'est ce qu'on appelle un statu quo. Le week-end dernier, la 23e journée de Fra Liga, excusez-moi, je ne parle pas slovène, la première division slovène, n'a connu que des matchs nuls. Après ces 5 matchs, il n'y aura donc pas eu d'évolution au classement, et surtout, seulement 6 buts marqués. Une journée comme une autre en Ligue 1. Non, en plus, j'aime pas taper sur Ligue 1, mais c'était la vanne facile. Je suis désolé. Ouais, on tire sur ambulance ici. Ouais, c'est ça. Higuaín en MLS. Bon, allez, j'ai fait un peu exprès de faire un titre putaclic, comme on dit dans le milieu. En plus, on nous apprend légèrement ça parfois. Comme vous l'avez deviné, je ne parle pas de Gonzalo, mais de son frère Federico. Ce dernier vient de signer au DC United, donc club de MLS. Ce n'est pas de la trempe de Gonzalo, mais c'est quand même un attaquant qui a su scorer 59 buts en 207 matchs de MLS, auxquels s'ajoutent aussi 50 passes décisives. Bon, c'est une bonne pioche pour DC. Après, bon, il aura fait sa carrière dans l'ombre de son frère. Effectivement, MLS qui est devenu un visage incontournable de la MLS, Federico Higuaín. Donc, oui. Est-ce que celui-ci peut être sélectionné en équipe de France? Non, il n'est pas né à Brest. Il n'est pas né à Brest, lui. Non. Et je ne crois pas qu'il est. Mais il a déjà joué en Europe. Je crois qu'il avait joué à Fenerbahçe. Mais de mémoire, il n'a pas été sélectionné. Il y a peut-être une sélection avec des moins de 20 ans, mais avec les Argentins, mais ça s'arrête là. Donc, merci Aurélien pour ces news extraordinaires. On va passer au top flop. Les top flops, on va commencer avec les tops, avec Thomas qui va nous parler de la belle victoire, notamment, enfin la belle dynamique qu'a l'Olympique Lyonnais. Belle dynamique, oui. Jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Victoire. Et encore, jusqu'à la 60e, tu peux dire qu'il y avait une bonne dynamique. Oui, tout à fait. Mais on était nombreux à dire que Lyon allait se faire rétamer face à la Juve, ou en tout cas n'allait pas faire un résultat. Nombreux. On peut dire que ça commence par un D. Il y avait un 5e du plateau. Pourtant, ils ont gagné face à la Juve en Ligue des Champions. En plus, ils ont réussi à gagner leur derby ce week-end. Ensuite, il faut quand même rappeler que Saint-Etienne, c'était Qatar. Ouais, voilà, c'est plus Saint-Etienne d'avant. Maintenant, c'est. On va en parler d'ailleurs. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je leur tire mon chapeau. Parce que dans l'ensemble, ils ont quand même su mettre de la pression, notamment dans les premières périodes face à la Juve, première période, et face à Saint-Etienne, ils ont mis de la pression. T'avais l'impression que l'équipe ressemblait à quelque chose. T'avais l'impression. Ensuite, c'est plus compliqué dans les secondes périodes. Dans l'ensemble, ils n'arrivent jamais à faire leur match en entier. Ouais, ça commence à dater avec Lyon. Non, mais après, quand t'as pas l'habitude de maintenir la pression tout le match, c'est sûr qu'à un moment, t'as plus le physique quand il faut faire appel à ça. Ensuite, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que ces bons résultats arrivent avec l'arrivée de Bruno Guimaraes qui. Ne spoil pas c'était le top de base. Je sais, mais je fais une petite passe décisive. Je fais une petite passe décisive parce que voilà, il a su. Dridi en parlera davantage, mais voilà, ça offre un nouveau visage à l'équipe, plus de stabilité. Donc du coup, la belle passe décisive de Thomas pour Dridi qui va nous parler de son top, la recrue hivernale de Lyon, Bruno Guimaraes. Ouais, Bruno Guimaraes, la trouvaille de Juninho, qui a été pas mal critiqué, mais là on peut le féliciter parce qu'il y avait en plus pas mal de concurrence, notamment avec Benfica et l'Atlético de Madrid, qui avait une option sur le joueur, mais le joueur a été convaincu par les propos du directeur sportif de Lyon, Juninho. Donc moi je vais parler de lui, parce que tout simplement il apporte beaucoup de sérénité dans le jeu lyonnais, je trouve. Il libère également Aouar, il le décharge un peu de la construction du jeu, parce que Aouar avait une responsabilité énorme, vu que quand tu es avec
Lucas Touzard et Thiago Mendes qui avancent pas, forcément, forcément tout le jeu repose sur toi. Donc c'était vraiment un peu trop pour lui, beaucoup trop pour lui même, beaucoup trop pour chaque joueur à mon avis même. Et Bruno Guimaraes arrive à décharger Aouar de ce poids-là. Il relance très bien les ballons, il met une fluidité incroyable, il joue juste, il est très bon. Que ce soit dans le placement défensif ou offensif, moi personnellement c'est un joueur que j'aime beaucoup, même si face au Paris Saint-Germain, il s'est fait un peu déborder lorsque le PSG a joué à 10 contre 11, à 11 contre 10 pardon. C'est toute l'équipe. Oui, mais c'est toute l'équipe, évidemment. Mais il apporte vraiment une sérénité incroyable, il a une qualité technique juste folle, et je pense que Jean-Michel Aulas doit saliver. Il est en train de compter, il est en train de préparer l'opération financière. Le futur EBITDA va être très élevé. Il pourrait partir dès cet été d'ailleurs, Bruno Guimaraes. Un an. Et il a fait que quelques matchs. On va attendre un peu. Ouais. Pour l'Olympique Lyonnais, après il y a un début de saison compliqué, on peut s'enflammer assez rapidement. C'est la Ligue. C'est la Ligue. Est-ce qu'il l'utilise pas trop dès maintenant? Il vient à peine d'arriver. Ouais, peut-être. Ensuite, moi, tu sais, c'est pas qu'à crème et oui, mais ça c'est autre chose. Oui, mais tu prends par exemple Benedetto, c'est vraiment un exemple parce que c'est récent, mais sur les premiers matchs, il avait surperformé. Ensuite, il a eu beaucoup plus de mal. Tu vois. Mais c'était pas en trêve en Brésil, ils ont pas repris le championnat que très récemment. Il était en il avait une compétition olympique. Oui, voilà. Il était en compétition avant et il est arrivé. Il a fini sa compète 2 jours après. Il était à Lyon en train de signer. Donc à voir si Bruno Guimaraes va maintenir ce niveau de performance avec l'Olympique Lyonnais pour cette fin de saison. On va passer à toi, Aurélien, qui va nous parler d'un top en Italie avec les frères Inzaghi qui en Serie A et Serie B montrent que ce sont de très très bons entraîneurs. Oui, surtout. Comment il s'appelle déjà? Simone a prouvé qu'il commence à être très bon en Serie A. Alors, il est passé en tête de Serie B. Non, Simone, Serie A. Autant pour moi, oui, Filippo Inzaghi. Je confonds les deux aussi. Il n'y a pas de souci, je te tacle la prochaine fois. Alors, donc, je reprends. Simone est vraiment bon en Serie A et il a pu prendre la tête du Calcio parce que Juve Inter a été reporté. Bon, après, ça reste quand même une très très belle saison. Ça fait à peu près 3 ans que l'effectif est stable, que le projet de jeu est bien ancré et de toute façon cette année ils ont tout misé là-dessus. De l'autre côté, son frère donc Pippo a déjà prouvé qu'il était très très bon en Série B où il avait obtenu la promotion avec Bologne et avait aussi réussi à arriver en play-off avec Venezia, sachant que quand il était arrivé en play-off avec l'équipe de Venise, c'était un promu. Donc il avait gagné la série C, il était arrivé en série B et il avait fini donc dans les 6 ou 7 premiers. Donc ce qui était pas mal. Là il a plus de 20 points d'avance et alors il s'est un peu remis en cause parce que quand il avait été de nouveau en série A avec Bologne, il avait fait un début de saison catastrophique et ce qui avait conduit à son éviction et c'était Mihailovic qui avait récupéré le poste avec quand même qui avait bien réussi l'opération maintien à l'époque de Bologne. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le revoir la saison prochaine pour voir si Benevento peut survivre en Serie A. Moi, tout ce que j'espère, c'est que leur gardien ne remarque pas une nouvelle fois face au Milan AC. Oui, c'est vrai, c'était un moment incroyable de la saison. Le Jean-Marc Furlan italien. Non, mais là, c'est Jean-Marc Furlan, j'espère qu'il la fera d'ailleurs. Une petite remontée en Ligue 1. Pitié. Il va falloir attendre un peu quand même le temps que Furlan... L'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, donc hâte de voir peut-être un duel fratricide en Serie A l'année prochaine. Oui, d'ailleurs, je pense que j'ai pas vu malheureusement de Optajean ou de Opta Paolo pour savoir si c'était déjà arrivé que des frères soient en tête de Serie A et en tête de Série B, ou du moins en tête de première division et de seconde division en même temps. Merci Aurélien. Donc ce week-end aussi avait eu lieu dimanche à 21h un Classico entre le Barça et le Real, et c'est le Real qui est ressorti vainqueur 2-0 face à un Barça qui a eu beaucoup de mal, notamment en seconde mi-temps. Donc c'est toi Flavien qui va nous parler de ton top, du coup, le Real Madrid. Le Real que je trouvais vraiment en difficulté sur les dernières rencontres, qui avait perdu pas mal de matchs, et notamment contre City dans la semaine en Ligue des Champions, où ils avaient
ils avaient ouvert le score, ils s'étaient fait complètement ramasser derrière, bouffé par Manchester City. Et puis j'ai trouvé vraiment notre visage à ce Real dimanche. Une première mi-temps un peu mitigée quand même où le Barça, du moins, est dans son match. Mais Courtois, j'ai trouvé aussi Courtois vraiment vraiment intéressant. Il gagne ses duels contre Arthur et Messi quasiment coup sur coup. Donc il a amené de la solidité et de la fraîcheur en défense du côté du Real. Et puis les meilleurs buteurs du Real sont mis en activité. Donc Vinicius qui rate absolument tout lorsqu'il lâchait la balle. Marque son deuxième but en championnat, et puis Mariano Diaz, son premier but en championnat cette année. Et Courtois, pourtant il a failli faire une Meunier quand il a dit non mais moi Messi j'ai pas peur. j'ai vraiment eu peur que le Barça gagne 5-0. Et Courtois pourtant il a vraiment assuré. J'ai beaucoup aimé Benzema aussi dans la construction du jeu. Alors, le Real tournait vraiment à gauche pour le coup, Valverde invisible sur son côté droit. Mais j'ai trouvé du coup les décalages pour Vinicius, tout ce qui a pu être trouvé sur le côté gauche vraiment intéressant. Et ils ont profité aussi du fait que Messi ne revienne pas forcément défendre sur le côté et que Semedo soit vite débordé. Il joue un peu blessé aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est Benzema qui fait l'ouverture justement qui temporise pour relancer Vinicius. Non, c'est Kroos. C'est Kroos. Non, c'est pas pour moi c'est Kroos. C'est Benzema. Pour moi c'est Kroos qui envoie Vinicius. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le match de Benzema. Le match de Umtiti que j'ai pas trouvé fou. Et ça fait 2 ans qu'il est pas fou. Sur le deuxième but, c'est lui quand même. Sur le deuxième but, il se fait avoir comme un bleu. Sur le contrôle. La seule chose qu'il a en plus par rapport à l'anglais, c'est la relance. Ensuite, défensivement, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. À part c'est la relance qui le sauve pour kicker. S'il est titulaire, c'est juste pour ça. Mais c'est pas grave. C'est pas comme s'ils avaient Jean-Claire Todibo qui flambe avec Schalke. Ouais, donc on passe logiquement à Don Flop, Mdridi, qui va nous parler du Barça qui nous fait mal avec sa gestion malheureusement du club et des joueurs qui est catastrophique. Ouais, une gestion de club qui est tout simplement désespérante d'année en année, où on voit que on se repose essentiellement sur Messi. Le problème c'est que Messi il peut pas tout faire. Quand tu t'aperçois que tu as vendu Alenia, que finalement tu es en manque de milieu de terrain, que tu as prêté ou vendu Carlos Pérez. Carlos Pérez et que tu es en manque d'attaquants. Vendu à la Roma. Vendu. Je crois. Oui, malheureusement, oui. Peut-être avec un droit de rachat, mais il me semble que... Ou en tout cas un pourcentage à la revente. Doit avoir un truc comme ça, oui. Et que tu vois que ton ailier droit, au début du Classico, c'est Arturo Vidal. ça fait mal. Et l'ailier gauche, c'est Frenkie de Jong. Oui, qui fait un bon match en plus contre le Real Madrid. Tu m'as pas dit que c'était Didier Deschamps qui a signé au Barça. Non, mais il a que ça quand même. Enfin, il a que ça. Après, c'est Braithwaite. Donc, oui. Qui a fait une bonne entrée, qui a failli marquer sur son premier ballon. C'est surtout en fait un contraste entre Vidal qui ne prenait pas le couloir. En profondeur, jamais. Pourtant, les espaces laissés par Marcelo étaient énormes, mais il les prenait jamais. C'est pas son. Il a fait une bonne rentrée parce que t'as un contraste qui est trop important. Et moi, j'ai pas compris pourquoi justement il met De Jong à gauche alors qu'il peut exploiter plus son potentiel s'il le met dans l'axe, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Non, mais il n'y a pas assez de joueurs, mais franchement, c'est une blague. La blague du Barça. La gestion du Barça n'a plus de logique. T'as perdu quand même Neymar pour 222 millions d'euros. T'as acheté Coutinho pour 140. Dembélé pour 130. T'as pris Todibo pour. Peanuts, je crois. 15-20. Tu l'as revendu à peu près pareil. C'est pas un prêt. C'est une vente avec obligation d'achat de 50, une priorité d'achat. Oui, priorité d'achat. Mais je crois que c'est un prêt option d'achat avec une option à 30 ou. Priorité d'achat pour le Barça. Sur Todibo à 50 millions d'euros. Priorité d'achat, c'est-à-dire que c'est comme Morata avec le Real Madrid. C'était pas sous forme de prêt? Non. Par contre, je crois que c'est un prêt de 2 ans, un truc comme ça. En gros, il a le temps vraiment de s'éclater avec Schalke. Oui, mais il aurait pu le faire à Barcelone, je pense. Largement, tout le potentiel. Il a joué un match. Mais il a été très très bon. Le match que j'ai en tête, c'est face à l'Inter où il met dans sa poche Lukaku. Oui, voilà, c'est ça, face à l'Inter. Donc, avec la rotation et tout, il aurait pu jouer. Bah oui, bien sûr. Parce que là, ta rotation, parce que là, Umtiti et son genou, on sait pas. L'anglais, son niveau, on sait pas. Donc encore une masterclass dans la gestion de la part des dirigeants. Johan Cruyff se retourne 50 fois. Là, il fait l'hélicoptère. La toupie, tout ce que vous voulez. Le Barça qui paye sa mauvaise gestion par les résultats et qui pourrait faire peut-être une saison blanche. Ça ferait très longtemps qu'on n'a pas vu une saison blanche du côté du Barça. Donc, très longtemps, ouais. J'en ai pas de souvenir d'ailleurs.
J'aurais peut-être dit. Peut-être Rijkaard. Ouais, Rijkaard. Donc ça risque fortement d'arriver cette saison. On va passer à un autre flop avec toi, Thomas, 2006, qui va. 2006. Ouais, 2007. Avec toi, Thomas, qui va nous parler d'un malheureux événement qui s'est passé lors d'un match amateur. Tout à fait. L'US Ponté contre c'est le championnat U18 régional. US Ponté donc qui recevait l'OM, les U18 de l'OM. À la 35e minute, donc il y a une bagarre qui éclate dans les tribunes et un supporter sort une arme à feu, tout simplement. Le match a été interrompu le temps que les gendarmes et la police arrivent sur place pour arrêter ce taré. Et ce qui est incompréhensible, c'est que donc t'as un match de gamins. Donc surtout qu'à l'OM, t'as beaucoup de jeunes qui sont surclassés. Donc là, tu te retrouves quand même avec des gamins de 16 ans, des choses comme ça. Et tu vois un mec qui sort un flingue et qui menace des civils. Déjà, tu te demandes comment ça se fait, comment c'est possible, comment t'as personne pour t'occuper de la surveillance. Et en plus, après, tu relances le match. C'est un match amateur. Et alors t'as des gamins de 16 ans. Et ensuite, tu dis, vous avez vu un mec avec un flingue qui visait tout le monde? C'est pas grave. Reprenez le jeu, reprenez. Alors ensuite, les gars de Ponté... Bon, c'est championnat amateur, voilà, insulte, coup un peu trop physique, mais bon, voilà, donc Marseille a perdu. C'est le championnat amateur. Mais c'est un résultat anecdotique. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des clubs professionnels qui essayent de mettre en avant des jeunes, qui essayent de créer une nouvelle politique avec la formation, et au final, si c'est pour te prendre des sales coups et des... Le problème, c'est que ça dépasse le football, là, ton histoire. Et là, ouais, c'est surtout que le résultat, oui, c'est anecdotique. C'est en fait, l'intégrité et la protection des joueurs n'a pas été respectée. C'est des gamins de 16 ans, 17 ans, qui auraient pu avoir des problèmes. Si le mec, il avait tiré une balle perdue, t'as ton gamin, bah voilà, et clac. Mais que ce soit un gamin ou pas, après le problème c'est qu'il a rien à faire là, ce flingue. Oui, et comment ça se fait que ça soit un championnat amateur ou pas, mais t'assures un minimum. Mais t'as déjà joué en amateur? Oui. Bon bah alors, t'es contrôlé au début de l'entrée du stade? Non. Bon bah voilà. Oui, mais je suis désolé, mais ça doit changer. Ça doit changer, puisque comment c'est possible que tu sortes un flingue dans un match de jeunes? Mais tu sais combien cet événement va faire réagir. Non, mais je suis d'accord. J'espère que la fédération va se saisir de cette affaire. En tout cas, ça l'a bien énervé. Hein. Ouais, c'est normal. Putain, t'as des gamins de 16 ans, les mecs. Mais tu veux pas d'enfants? Qu'est-ce que tu me gonfles? Et alors les gamins, ils ont des familles. Ils ont des familles, les gamins. On est d'accord, bien sûr. Retourne dans ton championnat d'amateur. Mais tu nous raconteras des anecdotes. Si tu veux, non, mais par contre, ça c'est un truc. Tu parles des gamins qu'on surclasse et qu'on essaye de protéger et de faire évoluer. Dans tous les cas, dans les championnats amateurs, dès que t'as un mec, déjà, c'est la tactique, c'est vous voyez le numéro 10, pétez-le. Déjà de base, même si tu sais pas si le numéro 10 c'est la technique de Matuidi, déjà rien qu'avec le chiffre, ils se disent celui qu'il faut casser. Donc oui, c'est chiant. Après, je suis d'accord avec toi. L'arme, il faut malheureusement, c'est une mentalité qui. Mais là, je parle même présente, pas des coups physiques des joueurs. Je te parle seulement d'un gars qui a sorti un flingue dans un putain de match amateur. C'est tout. Merci Thomas. Et ça s'est fini dans le calme. Mais par contre, alors, il y a aucun blessé. Donc, par contre, si le mec est sorti et s'est fait arrêter, je suis d'accord pour relancer le match. Hein. Tu vas pas donner raison à un gars comme ça. Non. Moi, j'arrête le match. Je suis désolé, mais non. Les gamins, ils ont vu un mec qui avait son flingue, voilà. Excuse-moi, mais non. Je pense que psychologiquement, t'es peut-être pas au mieux pour poursuivre un match. En tout cas, le match a repris. On espère que ce genre d'événement va faire réagir les hautes instances pour qu'il y ait peut-être un peu plus de contrôle pour les matchs amateurs. On va passer à un autre flop avec Flavien qui va nous parler de la malheureuse dynamique de la Saint-Etienne. Alors tu parlais d'armes à feu, je crois que j'ai vraiment dû me tirer une quand je vois Saint-Etienne avec Saint-Etienne jouer. Saint-Etienne, c'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs en Ligue 1. Parce qu'une petite victoire contre Épinal, la grande équipe d'Épinal en Coupe de France, de laquelle ils seront éliminés ce soir. Ils ont perdu contre les grandes équipes de Metz, contre Marseille, Montpellier, Brest et Lyon. C'est Toulouse. Heureusement que Toulouse est là. Heureusement qu'ils sont là. Et le match contre Lyon à 21h dimanche, c'était catastrophique de A à Z. On les a même pas vus quasiment attaquer du match. Aucune situation, rien du tout. Ils se sont fait balader. Peu à mi-temps, c'est Lyon qui a la balle sur 78% de possession de balle. C'est incroyable. Et ils les ont bouffés de A à Z.
Et j'ai l'impression pour moi que c'est une chance qu'ils aient perdu que 2-0. Et Lyon a tardé justement à mettre ce deuxième but, ils lui mettent un penalty en toute fin de match. Mais j'ai trouvé vraiment Saint-Etienne catastrophique de A à Z. Ensuite, Saint-Etienne, c'était plus légèrement existé, on va dire légèrement. En deuxième mi-temps, ça a été un poil mieux. Quand Lyon a baissé de rythme. Mais Jesse Moulin, par exemple, avait pris des buts, mais enfin sur des sorties, il y a le but de Touzard qui est pas accepté pour la main, où sa sortie catastrophique. C'est la frappe de Toko Ekambi où il part à 2 à l'heure sur son plongeon qui rentre quand même, mais qui est hors jeu parce que. Ensuite, Jesse Moulin, c'est pas un gardien pour Saint-Etienne. Ah non, d'accord. C'est un gardien. En fait, le problème, c'est que je pense que le problème, c'est qu'on peut pas parler de Saint-Etienne en quelque sorte sur le court terme, parce que s'ils ont pris Claude Puel, c'est pas pour du court terme, c'est parce qu'il va tout recréer. Le problème, c'est que le mec, il est là en tant que manager et il va te recréer, il va tout recréer. C'est lui qui a placé ces mecs pour centre de formation, pour directeur général, pour tout. Et le problème, c'est qu'il veut essayer de mettre en avant les jeunes. C'est quelque chose de très très long. C'est comme à Nantes. Le problème, c'est que le résultat immédiat. Les Saint-Etienne qui risque peut-être la descente. Sinon, je suis totalement d'accord avec toi. De points d'avance sur le 16e de Ligue 1 avec seulement 2 points d'avance sur le 18e. Donc ils sont très très. Ce serait tellement triste de voir une équipe historique descendre en Ligue 2 comme un certain JOCR plutôt. C'est sûr. Non, mais en plus, ce qui est chiant avec Saint-Etienne, c'est qu'ils l'ont déjà frôlé il y a 2 ans. Oui, exactement. Et là, ça. Docteur Jamiki. Comment ? Vas-y. D'accord. Non, mais ça reste un club historique en Ligue 1. Après, ils ont connu la D2. Bon. Parce qu'ils le méritaient quand ils sont sortis. Bon, ils vont peut-être rappeler Libop, d'ailleurs. Oh putain. Non, le football. Non, puisque je pense que Claude Puel, là, il est verrouillé avec un contrat, mais je pense que le contrat. Déjà, tu le dégages pas comme ça. Ils ont plus l'argent. Et du coup, espérons que la Saint-Etienne puisse se maintenir en Ligue 1, parce que ce serait vraiment très triste de les voir descendre en Ligue 2. Finalement, on n'en a pas parlé encore dans l'émission, mais il y a une certaine épidémie dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et, la varicelle et les oreillons, c'est terrible. Hein. Et qui va impacter beaucoup, je pense, les événements sportifs à venir dans l'année. Et ça a commencé en Italie, notamment avec Aurélien qui va nous parler de ça assez rapidement. Oui, c'est la gestion du coronavirus en Italie qui est un peu gonflante, parce qu'au début c'était des huis clos, après ça a été des matchs reportés. La Coppa Italia a subi la même chose, on l'a dit huis clos, ça a été reporté. Là finalement, les matchs de la semaine dernière vont être joués ce week-end. On va enfin voir Juve-Inter. Enfin bref, une gestion calamiteuse qui est faite au coup par coup, et on suit un peu les décrets. Et par contre, ce qui est la menace, c'est surtout que le match soit arrêté jusqu'à fin mars. Donc aussi la Ligue des Champions qui va être impactée avec des matchs à huis clos. Juve-Lyon sera à huis clos, et pour le moment pas sur terrain neutre comme l'aimerait mon cher JMA. Mais à huis clos c'est déjà bien, gros. À huis clos c'est déjà bien. Aussi pareil, PSG Dortmund qui risque de se jouer à huis clos. On va savoir dans quelques jours. Donc aussi à plus large échelle, l'Euro peut-être qui va être impacté par cette épidémie. Et les JO peut-être. Et les JO, on espère que... comme ça, pas Mbappé. Comme ça, les débats étaient terminés. C'est terminé. Comme ça, le débat sera terminé. En parlant de débat, on va commencer le nôtre, qui va concerner la Ligue des Champions. Et est-ce que ça va devenir une ligue fermée ? Donc la Ligue des Champions, avec cette réforme qui a commencé à une idée qui a germé, qui devient de plus en plus concrète pour une ligue fermée à l'horizon de l'année 2024. Donc pour résumer de la manière la plus simple possible, parce que c'est très compliqué d'être vraiment clair sur le sujet, donc c'est sur les 32 équipes engagées, seules 4 d'entre elles auraient l'opportunité de se qualifier par l'intermédiaire de leur classement en championnat national. 4 autres obtiendraient leur billet via la Ligue Europa en atteignant les demi-finales. Puis surtout, il y aurait 24 places sur les 32 qui seraient réservées aux équipes qui seront performantes en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment l'installation d'une ligue fermée pour cette compétition. Donc vraiment, est-ce que ça va être mis en place, et est-ce que c'est vraiment souhaitable pour la Ligue des Champions, une ligue fermée ? Vas-y. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Allez, vas-y, au bout de ton idée. Il faut voir vraiment le projet définitif
C'est Agnelli qui gère le projet. Autant te dire, le projet définitif. Il vient quand même de déclarer que l'Atalanta, c'est bien joli ce qu'ils font en Ligue des Champions, mais ça doit jamais y être. Le problème, c'est que tu as tu as la Ligue des Champions, tu as certaines équipes qui, dans tous les cas, vont avoir un parcours qui sera joli. Par exemple, ne serait-ce qu'en Ligue Europa, tu prends Strasbourg, c'est très joli de s'être qualifié pour aller tour préliminaire. Mais ça les a flingués. Ça les a flingués pendant 6 mois. Tu les as Coupe de la Ligue. C'est la Coupe de la Ligue qui les a. Oui, et alors ok. Mais moi, je te parle des compétitions européennes. Bah oui, mais c'est la Coupe de la Ligue qui les a qualifiés. C'est même pas le championnat. Sauf que pendant 6 mois, donc ils ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que forcément, ils n'ont pas l'équipe qui est. Vas-y, poursuis. Ils n'ont pas l'équipe pour faire plusieurs compétitions. Je suis désolé, mais pour l'instant, t'as nombreux clubs qui vont vivre une épopée formidable, et ensuite l'année prochaine, c'est quoi ? Là, tu parles des clubs de Ligue 1. Décrépitude ? Tu parles des clubs de Ligue 1 essentiellement. Tu parles pas des autres championnats. C'est pas faux, mais tu penses que Retafe l'année prochaine... Le problème, c'est que tu vas te qualifier, t'as 2 scénarios possibles. Soit tu maintiens ton équipe parce que tu maintiens ton salary cap et tout, donc tu vas faire ta Ligue des Champions, tu vas te prendre une petite tollée. Soit tu fais comme l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, je te signale que financièrement c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moment, parce qu'ils ont payé, ils ont dépensé une fortune sur plusieurs années, et au final maintenant pour refaire l'équipe. Oui, c'est pas faux. Mais je suis désolé, mais au final financièrement est-ce qu'ils sont bons ? Financièrement est-ce qu'ils sont bons ? Puisque le problème c'est que t'as des petits clubs qui vont se qualifier, qui vont faire une saison formidable, ils vont se qualifier, soit ils vont payer pour pouvoir faire bonne figure, on va dire, dans cette compétition. Nous, on a recruté Le Talec. Fin de la blague. Encore ? Donc, financièrement, ça va être catastrophique, puisqu'ils vont se prendre une tollée, et ensuite ils vont se retrouver avec des mecs qui ont des salaires monumentaux, oui. Justement, ça m'a... Ça promet pour le quiz. Allez, vas-y. Vas-y, ils ont des salaires astronomiques, et ils vont se retrouver donc dans des difficultés financières par la suite. Je pense que Auxerre... Oui, vas-y. Oui. Vas-y. Allez. Parle-nous d'Auxerre, l'année N+1. On a fini 10e. Voilà. Oui, mais c'est ça le football, c'est pas que de la stagnation permanente, comme des clubs qui vivent justement sur les émotions, où ils savent pertinemment qu'ils finiront entre la 8e et la 11e place. C'est des fluctuations, une fois première, une fois deuxième, une fois 5e, une fois 17e, on vit, c'est comme ça. Je suis d'accord, il y a des débats, c'est ça le football. Et d'ailleurs, comme toi qui échangerais toutes les saisons de Bielsa contre le titre de Deschamps, oui. Moi j'ai franchement la saison où on se qualifie en Ligue des Champions, puis ensuite on passe les tours préliminaires face au Zénith Saint-Pétersbourg de Mancini. C'est pour ça que je me dis que c'est un entraîneur plus que limité. Et même après, si on a galéré en championnat, mais ça n'a rien à voir. J'ai vu la Real Madrid, j'ai vu l'AC Milan, j'ai vu Enchbar nous sauver, donc nous qualifier contre Sochaux, gagner contre Zénith Saint-Pétersbourg. Non, franchement, j'échange pas. Alors, et après, ok, mais on est descendu. En fait, on n'est pas descendu à cause de de la Ligue des Champions. Oui, non, on est descendu parce que c'était une calamité en termes de structure. C'était là où il y avait une guéguerre permanente. Donc voilà. Je comprends, mais quand tu me fais, par exemple, qu'il y a un manque d'ambition de certains clubs, ils restent en milieu de tableau, ils visent pas le plus haut, la Ligue 1 c'est la fédé de la loose, mais en fait ta ligue fermée, tu dis de toute façon j'ai 24 équipes qui resteront quasiment quoi qu'ils fassent. Tu as un système, il y a un système pour qu'ils puissent monter, mais le problème c'est que c'est un faux système. T'as 4 équipes. Et alors ? Et de toute façon. Et alors si tu crées par exemple. Je monte alors avec ce système. Parce qu'après, de toute façon, la répartition de l'argent, dans tous les cas, elle est déjà chez les gros, chez les 24. C'est surtout l'aspect financier mais financièrement, ça sera mieux, puisque dans tous les cas, le projet final avec cette ligue fermée. Riche, t'as raison. C'est que justement les gros clubs soient détachés du championnat national, qu'ils soient plus dans tous les championnats nationaux. C'est le championnat national et ensuite la redistribution par exemple de l'argent. Dans tous les cas, les petits clubs, il y aura pas de redistribution, mais non, parce il y aura moins de droits TV sur les championnats, donc tu auras moins forcément d'argent qui va retomber. Non, mais t'as ton contrat. Excuse-moi, si tu retires le Paris Saint-Germain, l'OM et l'OL du championnat de Ligue 1, est-ce que tu vas continuer à regarder les liens ? Regarde-moi droit dans les yeux, dis-moi que c'est vrai maintenant.
Donc tu auras forcément moins de personnes qui vont regarder, donc moins de chèques qui vont rentrer pour ces clubs-là. Et après, qu'est-ce que ça va devenir Oui, mais pour l'instant, tu as un contrat avec Mediapro, donc pendant ce temps-là, tu vas gagner ton argent. Là, on parle de court terme. Le problème, c'est que... On parle de 2024 pour justement, mais dès maintenant, ils pourraient potentiellement... Si tu n'avais pas des clubs qui avaient des situations catastrophiques, qui ont des présidents qui ne savent pas quoi faire du pognon, qui vont le dépenser, qui veulent pas construire quelque chose sur le long terme. Donc l'idée c'est de construire jusqu'en 2024 pour assurer ta place dans le championnat, dans la ligue fermée. C'est pour créer quelque chose et ensuite tu progresses petit à petit. Au final, je veux dire juste un truc, un club qui finit 3e, il est bien de son championnat national, il est quand même bien géré. C'est pas eh les gars, on a réussi, hein. On a du déficit, les présidents s'engueulent, les joueurs aussi, mais on finit en Champions League. Parce que finalement sur le terrain tout va bien. Je suis désolé, mais dans tous les cas, moi je maintiendrai toujours ma position vis-à-vis des projets sportifs comme Lille ou comme Monaco, parce que au final Monaco, ils ont eu de très belles saisons, ils ont eu de très beaux parcours, et actuellement, au niveau du recrutement, c'est beaucoup plus compliqué. Tu prends Lille, le problème c'est que Lille, première année, je sais. Ça a été catastrophique. Ouais, merci Bielsa. Hein. Mais tu crois que Bielsa est le responsable de ça? Mais est-ce que c'est Bielsa qui allait quémander dans toutes tes banques pour prendre du pognon? Non mais t'inquiète, je sais très bien. Mais on va revenir sur cette Ligue des Champions, cette Ligue fermée. Donc le but de cette Ligue fermée, c'est d'augmenter, d'amasser encore plus d'argent. D'amasser encore plus d'argent grâce au des redistributions. Mais non, mais redistribution de quoi? Barcelone, on va dire. Non, mais si les gros clubs, j'ai gagné 100 millions là cette année. Tiens, Vallecas, je t'aime beaucoup. Vallecano, pas Vallecas. Ouais, c'est un quartier Vallecas du Madrid. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Et Vallecano, c'est le voilà, club du quartier. ça que j'ai fait. Excusez-moi. Mirandes, je t'aime bien. Sociedad aussi. Et par contre, toi, le Real, non, toi, je t'aime pas. Le Real va dire, on a plus que toi. Oui, mais si tu te prends du point de vue du grand club, le grand club dans un sens, il n'y a rien de... C'est une très bonne opération parce que financièrement ils seront très bien sur de nombreuses années. Des clubs comme Manchester United et tout, ils pourront prendre plus de risques au niveau des investissements. Non, mais c'est faux. Mais tu redescends pas, tu peux pas redescendre. Mais alors, non mais c'est ça, c'est autant prendre des risques. Non mais t'es censé prendre des risques et non, toi en plus si tu auras une manne financière beaucoup plus importante, tu vas pouvoir reconstruire ton équipe. Non mais ils vont pas non plus passer de 200 millions à 600 millions d'euros. Oui mais non, mais forcément t'auras bien plus d'argent. Tu crois que par exemple Marseille qui fait partie... Ils peuvent déjà recruter, mais déjà regarde, tu le dis, Manchester United, ils ont 100 millions d'euros, ils recrutent Maguire, donc avec 300 imagine ce qu'ils feraient, ils recruteraient Thomas Depex. L'attaque Fontenelle de Brady. Venant de quelqu'un qui s'est perdu sur le chemin du faille. On s'est beaucoup perdu. Tu t'es perdu? Non, t'as mis plus de 5 heures. Vous allez me tuer, je présente cette émission, vous allez me tuer. Non mais si on revient sur cette Ligue des Champions, créer une Super Ligue. Oui. Quand on voit le succès qu'a la NBA, ça reste du basketball, ce n'est pas du football. Mais le succès qu'a la NBA, voilà, c'est une autre culture. Et d'ailleurs, la NBA veut s'inspirer justement des compétitions européennes. Je suis pas trop d'accord. Mais c'est ça quand même. C'est ça, avec les coupes qu'ils veulent créer en parallèle au championnat. Mais c'est pour redynamiser En fait, t'as un problème en NBA, c'est que t'as des équipes qui font exprès de perdre. Parce que derrière ils sont sûrs de récupérer, ils sont un tanking, parce qu'ils sont sûrs de récupérer derrière du draft. un pic de draft élevé. Ce que tu n'auras pas dans le football, tu vas pas mettre des joueurs de centre de formation à la draft et tu fais pas ta sélection comme ça. Donc t'auras rien à gagner à perdre. Par contre, si ils veulent potentiellement instaurer 2 systèmes, c'est le salary cap, le FA. Oui, le luxury, c'est la luxury tax. La luxury tax, c'est-à-dire c'est en gros, si tu dépenses trop de pognon, tu chopes une amende. T'as un salary cap qui est déterminé, imagine c'est 100 millions par an. Sans magouille. Et ben si c'est 100 millions par an ton salary cap, si tu le dépasses, donc je sais pas, de 8 millions, tu vas payer une taxe qui sera proportionnelle aux 8 millions que t'as. D'accord. Mais sans salaire.
Oui, si tu payes 108 millions, d'accord, c'est un fair play financier, mais pour nous honnête, les primes seront plus élevées que les salaires. C'est plus de comportement, 8 millions d'euros. Mais déjà en NBA, les propriétaires de franchises acceptent de payer la luxury tax exprès pour bien performer sur des saisons. Oui, c'est ça. De toute façon, admettons, tu dépasses d'un certain million, tu dis bon allez, je paye 8 millions d'amende, mais je vais en demi-finale de la Champions League fermée, donc ça va me rapporter 20 millions. Bon, bah, je suis excédentaire, c'est bon. Je suis désolé, mais pour moi, dans tous les cas, la Ligue fermée, t'auras des clubs comme City, comme... Oui, bah, tu les as déjà. Ça s'appelle la Ligue des Champions. Dans lequel tu n'auras pas de Retafe ou de... Pourquoi c'est mal d'avoir des clubs comme ça? Pas de Retafe, pas d'Ajax, pas de Retafe, moi je prends. Mais c'est personnel. C'est d'un point de vue. Tu auras des équipes qui, dans tous les cas, ils n'auront pas, on va dire, la peur de descendre. Et dans tous les cas, je suis persuadé. Ensuite, je suis peut-être utopiste, mais non, mais pour descendre, faudra quand même le faire. Ils joueront vers l'avant. Moi, je suis sûr que. Mais la Champions League, ça joue vers l'avant. Du coup, le point que soulève Thomas, Thomas, je jouera pas vers l'avant en Super Ligue européenne. Hein. Je pense qu'il aura peut-être plus de liberté parce que. Mais jamais de la vie. Mais le point que soulève Thomas, je pense, c'est que créer une ligue fermée avec que des clubs qui ont un prestige élevé, un niveau de jeu élevé, pourrait faire. Du coup, remonter le niveau quand les équipes se jouent. Ça renforce le beau jeu. Ça renforce le beau jeu. Si on veut. Donc, si tu veux, je mets tous les Giovanni, tous les Simeone à la tête des grandes équipes. Tu verras le beau jeu. Pour venir sur ce débat, parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire, donc je veux votre avis chacun à la suite sur une ligue fermée. Est-ce que ça peut vraiment, est-ce que c'est vraiment si négatif que ça pour une édition de la Ligue des Champions? On commence pour toi, Dreddy. Ça va tuer le football. Court, hein. Peut-être développé pendant 30 secondes, vraiment. Ça va tuer le football dans le sens où tu vas tuer tous les petits clubs, quoi. Donc à un moment donné, moi je veux bien que le football devienne juste 24 équipes, mais c'est pas le football, c'est pas l'idée du foot que je me fais. Et encore une fois, le football a été inventé par les pauvres et volé par les riches. Je le maintiens. Merci Che Guevara du football. Chiamichi. À toi Flavien, donc du coup. Mon idée est pas loin de celle de Dreddy, c'est que le foot, si tu supprimes, en gros tu vas mettre 24 équipes en valeur, les 32 au mieux équipes en valeur et qui vont pomper tout l'oseille du foot derrière. Qu'est-ce que tu vas retrouver? Est-ce que tu vas regarder les autres championnats? Est-ce que derrière t'auras de la, un stade même vide presque. T'auras de la D1 féminine mais masculine, hein. Enfin pardon, mais. Oui, c'est le même niveau. On va pas manger au lot. Je rejoins assez Dreddy là-dessus, c'est que moi, une ligue fermée m'intéresse pas du tout dans le foot. Aurélien, toi? 30 secondes. Pareil, en fait, pour moi, ça tue. Mais je n'ai rien contre la D1 féminine, non, je sais pas si. Oui, ça pourrait être. Ça pourrait arrêter la confusion. Mais ce que je veux dire, c'est que même la Ligue des Champions paraît déjà fermée, plus la fermer, bon, bah, faudra se taire. Donc, non, je suis totalement contre. C'est le football, ce sont des émotions, c'est fait pour vivre de belles épopées. Et qu'importe derrière, si tu finis 3e et que tu finis 11e la deuxième année, bah, t'as quand même eu ton parcours et après, bah, tu peux voir un club comme Leicester qui, a mis un peu de mal, qui a en plus vendu des joueurs super importants, à remonter après leur passage en Champions League, mais là, ils font tout pour y aller de nouveau. C'est que, mine de rien, l'ambition, elle peut rester, même quand tu finis 11e après une année compliquée. Et pour finir, toi Thomas qui a un avis contraire aux trois autres chroniqueurs ici. Moi je suis persuadé que ça pourra. C'est une nouvelle façon de voir le football dans lesquels les avec plus forts Arrête avec le VAR. Ça vous êtes d'accord sur le VAR, c'est contre moi. Vous êtes nouvelle façon de voir le football. Je suis persuadé que les gros clubs s'affronteront. Je suis persuadé qu'il pourrait potentiellement y avoir une amélioration dans le jeu, dans des grosses confrontations. Ensuite, je rappelle que c'est toujours les plus riches dans tous les cas qui gagnent les championnats nationaux. Donc dans tous les cas, sans eux, tu auras une redistribution de l'argent et puis tu auras peut-être un nouveau championnat qui va se créer, peut-être de nouvelles équipes qui vont créer des projets. Comme Swansea et Wrexham quand ils ont quitté le championnat gallois. Voilà, tout le monde s'en branle du championnat gallois. Par contre, Swansea et Wrexham, ils sont contents d'être en D2 anglaise et parfois en D1. Oui, mais je suis désolé, mais tes clubs, ils pourront faire créer un nouveau projet qui sur le long terme pourra être plus que bénéfique et un jour, la méritocratie, monsieur.
Ils font leur bon projet. Bien sûr que si tu crées ton projet sur le long terme et mais c'est bloqué par 24 équipes, elle est où ta méritocratie? Putain, mais il y a un système pour qu'ils montent. Non, mais t'as les Juventus qui va faire l'hélicobite chaque année et puis voilà quoi. Ça part un peu ce débat. On va donc terminer ici, on va terminer sur ça, merci. Quelle conclusion. Je peux pas vous Je vous laisse avec l'image d'Agnelli. C'était donc un petit débat sur une Ligue des Champions fermée. Qu'est-ce que ça pourrait donner? C'était un débat très animé. Donc voilà, on va passer au match à voir du week-end. L'image d'Agnelli, c'est magnifique. On va aller assez vite sur ces matchs du week-end. Du coup, on va commencer avec toi, Thomas, qui va nous parler d'un derby du Sud entre le GC Nice et l'AS Monaco. Exactement. C'est l'un des derbys de la Ligue 1, malgré le fait que les deux équipes ne sont pas au niveau, étant donné que Nice repartait donc sur un nouveau projet. Ils avaient l'ambition d'arriver donc en Europe, donc en Ligue Europa. Ils avaient fait un recrutement qui était très intéressant. Ensuite, Patrick Vieira, je suis persuadé que ce n'est pas l'entraîneur de la situation, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Monaco, eux, comme d'hab, ça devient comme d'hab. Erreur de recrutement sur plusieurs joueurs. Maripane, voilà. Le joueur qu'ils ont recruté de Strasbourg, je crois, Fofana à Strasbourg. Fofana, c'est cet hiver. Donc il est très bon. Maripane, c'est. Ensuite, Chouameni de Bordeaux, c'est un très bon joueur aussi. Glick, c'est une erreur depuis 2 ans. On ne peut pas l'avoir vendu au Torino. Ensuite, donc, malgré le fait que qu'ils ne répondent pas aux attentes, ils sont encore en passe de se qualifier en Ligue Europa. Donc, surtout que c'est un derby. Je me souviens que Thierry Henry avait fait une interview et en fait, on lui avait expliqué que à Monaco, on lui avait appris à ne pas aimer Nice. À ne pas aimer, c'est vraiment une rivalité qui est forte entre ces deux clubs. Et souvent, ça fait un beau match. Donc, c'était après ou avant que Badiachile ait remis sa chaise en place? Petite rêve et tout. Émission difficile pour Thomas. Peut-être tu voudras changer de place. Prochaine émission Tracos et d'Aurélien, c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours. Coupez-lui le micro. Ciao. Est-ce que t'as fini du coup sur Nice Mystère Agnelli? Oui, ensuite, voilà, moi je suis très content puisque Robert Moreno, il essaye de faire en sorte que cette équipe ressemble enfin à quelque chose. Ouais, mais ça vaut pas les entraîneurs français. Écoute, reste avec ton putain de Camboire et puis on va s'amuser. On va installer des bips pour cette émission. J'aime bien. Monaco, voilà, t'as des joueurs comme l'a dit Dridi, t'as des nouveaux joueurs qui apportent une plus-value, t'as une attaque qui des nouveaux joueurs. T'as une attaque qui est magnifique et donc je suis sûr que ça sera un très beau match. Merci Thomas pour ces petites previews de Nice AS Monaco. On va passer à Aurélien qui va nous parler d'un match qui a été reporté et qui va se jouer à huis clos ce week-end entre la Juventus et l'Inter Milan. Exactement, c'était un peu le match. C'était le match au sommet de la dernière, de la semaine dernière, qui a été repoussé, sachant que l'Inter peut refaire son retard de 4 points, donc ça peut être intéressant. Surtout que ça serait drôle de voir la Juve perdre parce que la Lazio resterait première, mais bon, je vous ai déjà expliqué le problème que j'ai à voir ces 3 équipes championnes. Ça permettrait à la Juventus de se remettre un peu en place après sa défaite face à Lyon. Surtout que comme la Coppa Italia aussi a été annulée, on n'a pas su voir s'il allait y avoir une réaction d'orgueil face au Milan AC. Donc, mine de rien, je pense que l'Inter Milan, ils ont été un peu contents de faire un arrêt de session là, parce que les joueurs commençaient à être fatigués de compter et comme il n'avait pas fait beaucoup de turnover et qu'il les a que après le mercato d'hiver, ces remplaçants, ça permet enfin de faire souffler. Donc beau match en perspective. Oui, non, peut-être. Je vais pas mouiller, mais ça sera intéressant de voir Conte face à son ancienne équipe. Match à huis clos, c'est comme Toulouse sous Camboire. Comme Toulouse.
Toulouse. Donc, tu vois, tes entraîneurs français, ils sont merveilleux, ils font fuir le public. Non mais c'était une blague pour Moreno. Je suis très content de le voir en Ligue 1 et je pense qu'il méritait d'aller. Toi, je sens que ton karma il va se retourner contre toi. Tu vas avoir Auxerre qui va choper comme Boiré. Tu vas comprendre ta douleur. Tu vas voir. Furlan, il a un contrat de 3 ans. Oui. Et on n'a pas la thune de le virer. C'est dans 3 ans, t'as compris. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Et c'est très bien d'ailleurs. Non, mais moi je suis content. Bah tu vois, avec Furlan, oui, Furlan, j'aime beaucoup. On est 12e, on galère, mais je sais que l'année prochaine, on sera. Prendre Furlan, c'est sur le long terme. C'est le long terme. Furlan, c'est quelque chose. C'est un projet. Faudra prendre des exemples au partiel de droit. Comment ne pas se faire virer par ton entreprise. Contrat longue durée. On va passer à toi, Flavien, qui va nous parler de 2 affiches de Bundesliga ce week-end. Dis-moi. Allez, tu peux commencer avec le Borussia Mönchengladbach contre le Borussia Dortmund. Une grosse affiche du haut de tableau en Allemagne, le 4e contre le 3e. Dortmund qui reste sur 4 victoires consécutives, dont celle à Paris, contre Paris, à Dortmund. Gladbach qui eux sont très solides à domicile, qui sont 3e à domicile. Dortmund qui est un peu fébrile, notamment à l'extérieur, dont on connaît les difficultés. Et ce que je voulais noter aussi, c'était que Dortmund n'a pas pris de but en Bundesliga depuis 3 matchs, qui globalement est un exploit pour cette équipe-là. Ouais. La dernière fois, c'est qu'ils ont pris 4 contre Leverkusen, donc 2 dans les dernières minutes. Donc moi, je suis vraiment intéressé par ce match-là, et comme le prochain aussi, dont je vais parler, parce que Dortmund va préparer avec des champions, notamment sur cette rencontre-là, match à l'extérieur, pour voir comment ils vont réagir. Et du coup, tu as parlé d'un autre club allemand qui va jouer la Ligue des Champions cette semaine, et c'est Leipzig qui va se déplacer à Wolfsburg. Leipzig 2e contre Wolfsburg 7e. Wolfsburg qui n'a pas perdu depuis quasiment un mois et demi en Bundesliga, qui sera vraiment très intéressant pour Leipzig, en vue de leur rencontre contre Tottenham en milieu de semaine, de se déplacer là-bas. Donc, un petit match que je vais sûrement regarder ce week-end. Merci en tout cas Flavien pour cette petite prévue de Bundesliga. On va partir en Espagne avec toi Dridi qui va nous parler du Real qui va se déplacer au Betis Séville après sa victoire lors du Classico le week-end dernier. Ouais, une victoire qui fait du bien pour Zidane, puisque si en cas de défaite face à Barcelone, il faut savoir, ce serait la première fois que Zidane aurait perdu 3 matchs consécutifs. Donc ça lui est pas arrivé, bravo à lui. Premier qui a récupéré le trône, la première place en Liga après avoir battu le FC Barcelone de bonne manière quand même, avec une belle seconde période, comme l'avait évoqué Flavien. Face à un Betis Séville qui est en difficulté, qui est en 2e partie de classement et qui peine justement à enchaîner. Donc moi je vois un beau match et je pense que là c'est le moment pour Zidane et son équipe de confirmer, parce que on sent que c'est un championnat quand même malgré tout qui va pas sur une super dynamique depuis le début, qui se finira pas sur une super dynamique, donc va falloir pas faire d'erreur, parce que le Barça, je pense, va revenir à tout moment et ne laissera pas le Real respirer. Donc pour le Real, victoire impérative. T'as évoqué le Barça, et c'est Aurélien qui va nous parler du Barça, qui va recevoir la très très belle équipe de la Real Sociedad qui joue ce soir d'ailleurs. Qui a joué hier, qui a battu Mirandes pour arriver en finale de Copa del Rey. Donc la Sociedad qui va se déplacer au Camp Nou dans un match qui va être, je pense, très très bon. Oui, surtout que le beau jeu sera sûrement du côté de la Real Sociedad. Oui, largement. Alors, pourquoi c'est que sur le papier, tu as quand même une équipe entraînée par Quique Setién face à une équipe qui joue bien. Toujours un plaisir de voir Odegaard prendre de l'épaisseur de journée en journée, avec la pépite suédoise aussi, Alexander Isak, qui fait une année 2020 exceptionnelle. Oui, mais il alterne toujours entre titulaire et... Non, il est devenu complètement titulaire, il a dégagé Willian José de l'équipe, donc Aguasil lui fait pleinement confiance. D'accord. Et le vieux briscard, José. Je pense qu'il va finir en MLS d'ailleurs, parce qu'à un moment ça en parlait. Oyarzabal aussi qui est toujours excellent. Voilà, ça va être un beau match, et c'est vrai que on va voir ce que Barcelone a dans le ventre, quoi. Ça avait fait quoi là, les 2-2? Oui, c'était un très beau match, il me semble. Il y avait match nul, donc voilà, c'est hâte de voir ça. Donc le Barça qui va essayer de rebondir après cette défaite au Classico. On va partir en Angleterre avec toi Dredi qui va nous parler du derby de Manchester.
Le derby de Manchester qui va opposer City, qui a battu le Real la semaine dernière en Champions League. Et oui, tout se suit, c'est beau. Et oui, c'est le principe. Et qui est sur une super dynamique, mine de rien, même s'ils sont très très loin de Liverpool. Et Manchester United, qui mine de rien, bon an, mal an, enchaîne plutôt bien, notamment avec porté par Bruno Fernandes, et un très bon également Martial, qui de semaine en semaine, je trouve, est meilleur que la semaine précédente, donc c'est très bien en vue de l'Euro, notamment peut-être en attaquant en pointe, on sait jamais, sait-on jamais, pour Anthony Martial. On a besoin de joueurs en forme dernièrement. C'est surtout ça en fait. Ouais. Oui, donc je pense que ce sera un très beau match, même si Kevin De Bruyne il est incertain pour ce match. Là vraiment, je pense qu'on va avoir du beau spectacle, parce que j'espère qu'Ole Gunnar Solskjaer, voilà, j'ai du mal à le dire, va ouvrir les vannes et qu'on pourra assister à un super match. J'espère que ça va pas être la défense qui va ouvrir les vannes, parce que dans les gros matchs, United ont tendance à s'en sortir. Oui, c'est vrai. Là, ils avaient battu Manchester City d'ailleurs. Donc on va voir si on va réitérer cet exploit. On va quand même finir avec toi, Thomas, avec Lyon, qui vient de se faire éliminer en Coupe de France, qui va se déplacer au LOSC. Rapidement, après sa défaite face au PSG, Lyon va devoir se relancer à Lille. C'est le match à gagner pour Lyon. C'est c'est vraiment même le match capital pour la saison, parce qu'ils ont 6 points de retard sur Lille, qui est toujours donc en bonne position pour se qualifier en Ligue des Champions. Si Lille l'emporte, je pense que c'est terminé pour Lyon, parce que Lille va pas lâcher, ça sera 9 points à ce moment-là. Je doute qu'ils lâchent des 9. Ouais, ils ont plus de Ligue des Champions, ils ont plus rien, ils vont pas lâcher. En plus, t'as Renato Sanchez qui commence enfin à devenir vraiment régulier. Il retrouve son niveau qu'il avait à Benfica et pendant l'Euro 2016. Ensuite, t'as Benjamin André qui prend l'épaisseur. T'as une équipe qui est très bonne et qui ne lâchera pas de points. Donc pour Lyon, Jean-Michel Aulas met la pression à Rudy, parce que c'est le moment. Un choc au sommet en vue de la qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine notamment. Rapide. Donc merci à toi, Thomas, pour ces matchs du week-end. Merci à vous. On va donc passer à la rubrique que tout le monde attend. On va passer au quiz. Le quiz, donc, comme d'habitude, une suite de clubs par lesquels un joueur est passé, et ce n'est toujours pas dans l'ordre chronologique, évidemment. Donc, on va commencer par Hambourg. Le club d'Hambourg. Okay. Et tu n'as pas le droit d'écrire, Thomas. Je m'étais fait rabouer pour ça. Je sais, la dernière fois, je l'avais fait. Oui, on utilise un vocabulaire soutenu après l'hélico. Voilà. Donc, Hambourg, Manchester United. Personne ne propose rien. Hambourg, Manchester United, PSV Eindhoven. Van der Vaart. Non, c'est non. Je me fais avoir moi aussi. Non. Ah, ça, j'ai eu peur. Hambourg, Manchester United, PSV Eindhoven, Malaga. Van Nistelrooy. C'est Van Nistelrooy. Je l'avais. J'étais entre les deux. Et la question la suivante, à une place près, quelle a été sa meilleure place au Ballon d'Or, Ruud Van Nistelrooy? 6ème. Et bonne réponse. Et si tu me donnes la deuxième année, si tu me donnes l'année, t'as un point bonus. 2004. C'était 2003. Il réussit à doubler ses points quand même, c'est pas grave. On passe au deuxième joueur, on commence à Olympiakos. Je l'ai peut-être. Olympiakos, Sampdoria. Ah non. Olympiakos, Sampdoria, Servette FC. Un globe trotteur, Olympiakos, Sampdoria, Servette FC, Bastia. Tu veux pas nous sortir un mec comme Francesco Totti? C'est plus simple. Ah non. Non, c'est un peu limité quand même. Olympiakos, Sampdoria, Servette FC, c'est non. Servette FC, Bastia, Nantes. Gilet, c'est non. Il reste encore Thomas et Flavien, mais comme ça va être le dernier club, tout le monde va pouvoir revenir. Olympiakos, Sampdoria, Servette FC, Bastia, Nantes et dernier club, Real Madrid. Olympiakos. Attention, vous avez 5, 4, 3. Ah, attends. 42. C'était Christian 42, bien joué, Rudy, qui est en forme aujourd'hui. Et la question est la suivante. Sur quelle chaîne a-t-il présenté la série documentaire Des îles et des hommes? Bonne chance pour doubler tes points. Attends, c'est. Allez, tente un truc. François. C'était Planète, dommage. TV5 Monde. Ça te fait 7 points. Et on recommence par l'Olympiakos. Olympiakos, Dynamo Moscou.
Valbuena. C'est Mathieu Valbuena, bien joué. De toute façon, Valbuena, j'avais envie de sortir ma connerie. J'avais envie de sortir son nom. Et la question la suivante, dans quel club a-t-il été formé, Mathieu Valbuena? Ouais, moi je sais. Ah, je sais aussi. Ah, je l'ai su. Putain. 5, 4, 3, 2... Le dis pas, je pourrais lui dire. La ferme. 1, Liban de Saint-Seurin. terminé. C'est Liban, non? Moi, j'ai l'US Blanquefort. US Blanquefort. C'est l'US Blanquefort. Combien de points? 5 points, donc attention, tout va se jouer sur le dernier joueur entre Dridi et Thomas. Pardon. J'ai l'habitude de dire rien, mais en fait, non, tu as 0 points. Moi, je viens récupérer en fait. C'est ça le projet. Et oui, c'est notre projet. C'est comme le. On commence à Ajaccio. Ajaccio, ok. Bordeaux. Ajaccio. Bordeaux. Osman Slisport. Osman Slisport. Crivelli. C'est non. Allez, Ouais, bah. Ajaccio, Bordeaux, Osman Slisport, Emirates Club. Ouais, mais vas-y, mais c'est quoi tu nous as sorti quoi comme branquignol encore? Ah bah, tu vas être étonné du joueur. Ajaccio, Bordeaux, Osman Slisport, Emirates Club, Benevento. Ah bah si. Ouais, bah si. Diabaté. Eh oui, c'est Tchèque Diabaté. Ouais, bah ouais. Oui, Thomas, sauf que est-ce que ça va servir à quelque chose? Puisque tu seras à 7 points. Vous êtes à 7 points, tous les deux. Évidemment, vous êtes chiants, il y a une égalité. Il y a pas une question? La question est la suivante. Thomas, si tu réponds bon, tu as gagné. De quelle édition de la CAN a-t-il terminé meilleur buteur, Tchèque Diabaté? 5, 4, 3, 2, il pleure. C'est l'émotion. Vas-y, on va dire du 2016. C'était 2012, donc vous êtes à égalité. Voilà. Il va falloir trouver un joueur pour vous départager. Okay. Déjà qu'on n'est pas en avance, c'est génial. T'aurais dû me l'accorder le truc Van Nistelrooy, hein, à un nom près. Hein. Et non, malheureusement. Non, moi j'étais gentil. C'est pas dans la règle, monsieur. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Allez, Dradi, entre toi et moi. Voilà. Meublé, s'il vous plaît. Bonjour. La vie fermée alors. Non, mais je pense que pour les petits clubs, pour les petits clubs, on va avoir du ruissellement. Je pense qu'on lui laisse ponter. Non, tu vas voir le ruissellement par le haut. Tu donnes tout aux riches et t'attends vraiment qu'ils gardent la thune. Non, mais tes petits clubs, ils peuvent. Mais tu sais, j'ai un joueur. Ah, il a un joueur. J'ai un joueur. Entre logique. On commence par l'Olympiakos. On s'est arrêté, mais non. Cologne. Ça joue entre Dridi et Thomas. Je vais le assez rapidement, donc ça va être à la vitesse. Cologne. Nice. Ah bah ça y est, je l'ai. Blackburn. Ah si, moi je l'ai. Bordeaux. Bah c'est bon. Hein. Offenheim. Bande de sous-merde. Je l'ai. Encore un bip qui va partir. T'avais 4. Tianjin, Quanjian. Nice, Bordeaux. Nice, Bordeaux, Cologne, Offenheim, Cologne, Bordeaux, Cologne, Bordeaux. Bastia. Non mais ce joueur joue actuellement à Cologne. Je l'aurais eu. Il a été au port d'une sélection. C'est un joueur français. Il est guyanais. Modeste. Thomas qui était si proche tout seul. Comment il a fait? Ah oui, parce que mais oui, c'est Thomas qui était si proche de gagner pour la première fois ce quiz. Ah oui. Bordeaux, je mange ça m'était sorti. Et oui, c'est dommage. Donc c'est Dridi qui remporte pour la 3e fois ce quiz. Attention, peut-être qu'il va se rapprocher du nombre de titres d'Aurélien. Bravo, plus que 7. Merci à vous, c'était une émission plus que mouvementée aujourd'hui. Donc merci à vous les chroniqueurs d'avoir fait cette émission. Merci à la régie de nous avoir aidés. Merci aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. On se retrouve la semaine prochaine. Second peloton Pavard.